Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Araka et la 89e, on renoue avec... pas mal. Pas mal, hein. On renoue avec la numérotation de nos émissions, parce qu'on guette la 100e, autrement on serait perdu complètement, on ne saurait pas quand, et la 100e sera l'occasion d'une grande fête dans le studio, avec... on vous racontera tout ça. Un mardi comme un autre. Un mardi comme un autre. On va peut-être avec un petit chenin qui sent la noisette, on verra. On ira peut-être même jusqu'aux Janières. Avec notre Jean toujours dans le studio au micro jaune. Salut et fraternité à tous. Ouais, qui va faire tout à l'heure sa petite minute de militance. Dans la régie, mon esclave préféré, c'est-à-dire j'insiste, mon esclave préféré, parce qu'on sait bien que les libertaires sont les esclavagistes. Piquet-Cou, l'a bien nommé, qui distrait son emploi de banquière pour venir nous donner un coup de main. C'est la honte, enfin bon, passons. Mais elle est très bonne à la régie. Bien, on va tout de suite vous passer une petite zik pour illustrer la minute de militance de Momo.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Nous allons passer tout de suite, sans attendre, à la minute de militance de Raymond Lascience, une minute qui dure environ un quart d'heure dans les meilleures choses possibles. Parfois ça déborde, ça dure une demi-heure. Enfin bon, on n'a pas d'invité, on s'en tape. Je vais juste te dire que c'était REM, Imitation of Life. Ça, c'était destiné à illustrer le thème de l'émission d'aujourd'hui qui est « La vie imite l'art ». Voilà, à toi Roro. Eh bien oui, les borborigmes de 3XL sur le collectif, un papier du collectif Les Morts de la Rue qui a recensé 358 sans domicile fixe, vous savez les fameux SDF, décédés dans la rue ou des conséquences d'une vie de merde. Qui c'est SDF qui chante, pardonnez-moi, je bégaye, mais je suis perturbé par mon esclave. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère, j'ai pas tué, j'ai pas volé, mais maintenant je suis en galère. Vous savez la chanson, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Voilà, selon une étude de l'INSEE, 800 000 paumés ont zoné dans la rue à un moment de leur inexistence en France. Cette évaluation des sans-domicile fixe dans ce biopays est très 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 craignos et varie autour de 200 000. Vous entendez bien, vous écoutez bien, 200 000 carbonisés de la vie que sont ces SDF. C'est une population, un populo disparate, jeune et masculin. Vous relevez, jeune et masculin. Il faut dire que le chômage frappe d'abord la jeunesse. Mais l'on trouve dans la rue des gamines aussi avec leurs chiards, des étrangers, des malades. Un tiers environ de ces SDF ont un job, mais ne gagnent pas assez de thunes pour squatter un logement. D'autres sont interdits d'emploi car ils sont sans adresse. La réinsertion de ces SDF doit passer obligatoirement par une piole et du chagrin, traduisez, et du travail. Mais le travail, c'est souvent du chagrin. Les SDF survivent au jour le jour, se débrouillent, vont de foyer en foyer ou pieux de dehors, crèvent la dalle, et surtout ne sont pas soignés. Ils rencontrent aussi des problèmes d'alcool et de déprime. Ça, on peut le comprendre, qu'il y ait des problèmes de déprime surtout. Il existait, écoutez bien, 27 100 places en centre d'hébergement courant 2007. Ces solutions très provisoires sont totalement insuffisantes pour loger 200 000 SDF, et vous savez compter, vous faites la division, et 3,3 millions de mal logés. Il faut trouver une solution durable à ce bordel qui ravage tant d'êtres humains. Car, oh, surprise, ce sont des humains. Non. À propos d'humanité, le niveau de violence a explosé dans les rues du Caire, on l'a tous vu, hein. On a vu des morts traînés sur le sol, des blessés par centaines. Le chaos a envahi les rues et la capitale égyptienne à coups de cocktails Molotov, de jets de pierre et de tirs d'armes à feu. Mais honnêtement, entre nous, est-ce que 30 ans d'état d'urgence avec la complicité bienveillante des États-Unis, mais aussi d'Israël, pouvaient engendrer autre chose que ça? Bon. Les frères musulmans ont servi d'alibi pour justifier le maintien de cette chape de plomb par la dictature, et si par malheur ils arrivent au pouvoir, on saura qui remercier. Bon, alors j'ai fait un petit reportage journalistique, hein, très très vécu, je dirais, entre guillemets, dont je suis très fier et que je voudrais vous lire. Malgré les risques, malgré l'angoisse, ils sont des centaines de milliers à avoir convergé vers la place de la République. La peur est palpable. Pourtant, l'atmosphère reste bon enfant. C'est que les manifestants ont fait circuler un mot d'ordre. Faire reculer le pouvoir autoritaire pacifiquement. La police est partout dans les rues adjacentes. On sent une énorme tension. Comment va réagir l'armée? Va-t-elle soutenir le gouvernement dont la corruption est avérée, ou le peuple dont aucun leader charismatique ne semble émerger? Les forces de l'ordre empêcheront-elles les provocateurs à la solde du pouvoir de faire dégénérer la manifestation et faire échouer ainsi les légitimes revendications des citoyens qui battent le pavé? Et surtout, le petit ventilateur élyséen annulera-t-il sa très injuste et très peu démocratique réforme des retraites?
Oui, ça, alors là, on peut rêver. Je voudrais ajouter, Jean, si tu le permets, ou plutôt Raymond, parce que Jean, pour l'instant, est en sommeil. Si tu permets, rajouter que j'ai entendu aux infos ce matin que le père Moubarak, il avait une petite cagnotte de 5 milliards de dollars, et que sa famille en avait une cagnotte de 47 milliards de dollars. Voilà. Qui sont en Suisse, qui sont, etc., dans les paradis fiscaux. Alors que chez lui, il y a des gens qui crèvent de faim, comme en France d'ailleurs, parce qu'on n'est pas épargné par ça. Ouais, et donc, je vais parler aussi de l'enfermement, Guantanamo en France. Non, pas possible. Bah si, c'est possible. La commission des lois bidon du Sénat, peuplée de vieux cons, imbéciles et gravataires, a adopté le 19 janvier 2011, vous voyez, c'est pas très vieux, un amendement proposé par le gouvernement sur son propre projet de loi relatif à l'immigration. S'il est adopté par ces vieux cons, imbéciles et grabataires, je suis désolé d'insister, cet amendement permettrait de détenir certains étrangers plus de 18 mois en centre de rétention administrative. En parlant de centre de rétention, on pourrait plutôt parler d'une espèce de centre de camp de concentration un peu plus confortable peut-être que ceux qu'il y avait pendant le Troisième Reich, mais enfin c'est le même état d'esprit. Ce dispositif s'applique aux personnes étrangères qui ont été condamnées pour terrorisme et sont tabassées d'une interdiction du territoire français ou font l'objet d'une mesure d'expulsion motivée par un comportement lié à des activités avec caractère terroriste pénalement constaté. Je sais pas si vous voyez, mais des activités avec caractère terroriste pénalement constaté, ça court pas quand même les tribunaux. Parfois, ces indésirables ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays par la France, parce que dans leur pays, ils risquent des persécutions. Ces craintes sont souvent constatées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par la Cour nationale du droit d'asile ou par la Cour européenne des droits de l'homme que les intéressés saisissent. Il est inacceptable, vous entendez bien, inacceptable que des humains puissent être détenus pendant 1 année et demie et plus sur décision de l'administration et sur seul motif qu'elle serait vaguement soupçonnée de foutre le bordel. Cette disposition opère une conclusion dangereuse entre rétention administrative et surveillance des personnes dans un contexte de criminalisation du statut des étrangers et créée de fait, ça c'est le gâtisme qui me touche, si elle est adoptée, un Guantanamo franchouillard, vous avez bien compris. Nous appelons l'ensemble des vieux cons, imbéciles et gravataires du Sénat de nos deux à veiller au respect intégral des libertés fondamentales en ne vantant pas cet amendement indigne ainsi que l'ensemble des dispositions de ce projet de loi pourri qui porte une atteinte intolérable aux droits des étrangers et aux droits de l'homme en particulier. Voilà mon Raymond. Eh ben écoute, si les vieux cons imbéciles et gravataires y vont, nous irons. Hein. Et moi je vais revenir un peu à l'Égypte. Le président Hosni Moubarak a déclaré à la chaîne de télévision américaine ABC qu'il souhaiterait démissionner, mais ne le peut pas car il redoute que le chaos ne s'installe. Voilà. Je suis fatigué. Après 62 ans au service du peuple, excusez-moi, je devrais pas rire, j'en ai assez. Je veux partir, a confié le chef de l'État à la journaliste Christiane Amanpour, qui était reçue au palais présidentiel où Moubarak vit cloîtré avec sa famille. Il a ajouté qu'il ne voulait pas voir les Égyptiens se battre entre eux après les violences qui ont opposé ses partisans aux manifestants réclamant son départ. On a découvert depuis que les partisans en question étaient payés, mais bon, passons. En tout cas, la présence massive de policiers en civil dans le rôle de provocateurs violents, on peut dire, montre à l'évidence que les offres de compétences et d'expérience que la France avait proposées à la Tunisie ont été acceptées par le régime du président Moubarak. Michel Alliot-Marie, dont on va parler encore un peu davantage tout à l'heure, peut à juste titre se féliciter, car elle tient là une éclatante revanche après l'humiliation tunisienne. À toi, mon Roro. Oui, mon Raymond. Alors, on va parler, on en bave, Amnesty épingle les policiers. Oh non. Les policiers français bénéficient-ils d'une impunité? Yes, affirme Amnesty International qui les accuse de violation des droits de l'homme. C'est pas possible. Non, on croit pas. Les policiers au-dessus des lois. Mais non, en France, les plaintes pour homicides illégaux, passage à tabac, injures racistes et usage abusif de la force par les keufs ne sont pas suivis d'enquêtes effectives et les responsables de ces actes sont rarement traduits en justice, souligne cette éminente ONG.
La dimension raciste est évidente. La grande majorité des plaintes concernent des étrangers ou des Français appartenant à une minorité dite visible, évidemment. Et on sait bien qui est cette minorité dite visible. La dimension raciste est donc évidente. Qu'ils disent les balances d'Amnesty International, c'est les vraies balances. C'est pas tolérable. Autre phénomène inquiétant, les personnes qui protestent ou interviennent lorsqu'elles sont témoins de mauvais traitements infligés par les keufs sont elles-mêmes accusées d'outrage. On se rappelle avec RSF, RESF, Réseau d'éducation sans frontières, de gens qui dans les avions ont manifesté, puisque des gens qui étaient transports vers le Mali ou d'autres résidences d'été aussi sympathiques se révoltaient. Les passagers avaient pris parti pour ces gens qui étaient tabassés par les flics qui les accompagnaient, et ces passagers ont été inculpés. Et voilà, c'est invraisemblable. Vous savez aussi que si vous recueillez un enfant de clandestins, etc., vous êtes passible de prison. Bon. Voilà, alors donc la dimension qu'ils disent les balances d'Amnesty. Autre phénomène inquiétant, les personnes, oui, je l'ai dit, qui protestent ou interviennent lorsqu'elles sont témoins de mauvais traitements infligés par les keufs sont elles-mêmes accusées d'outrage. Des informations limitées de l'inspection générale, on n'est pas surpris qu'elles soient limitées, de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, couvrant les régions extérieures à Paris et sa petite couronne, indique qu'en 2006, sur 639 allégations de faits de violence qui visaient les policiers, il y eut 114 sanctions disciplinaires et radiations. Il faudrait connaître la teneur des sanctions disciplinaires. Si c'est une admonestation du brigadier ou voilà, bref. De son côté, la chancellerie indique que 130 condamnations ont été prononcées en 2006. Bon. Alors donc la police, par l'intermédiaire de ses syndicats, clame que toutes ces affirmations sont très exagérées. Aucun policier n'est au-dessus des lois, a vivement réagi le ministère de l'Intérieur. Bah oui, évidemment, il va pas. À l'instar des autres syndicats de police, par contre, Yannick Dagneau de l'UNSA Police, premier syndicat des gardiens de la paix, a jugé très exagérées les affirmations d'Amnesty. On peut se demander ce que deviendront ces affaires en cas de disparition du juge d'instruction, conclut Manuel Bonduel du syndicat de la magistrature. Et on voit ce que la magistrature est en train de faire en ce moment. Mon Raymond. Oui. Donc j'avais promis qu'on parlerait un peu de MAM. Selon le Canard enchaîné, la ministre et son conjoint ont utilisé entre Noël et le jour de l'an un jet privé pour aller de Tunis à Tabarka avec des membres de leur famille. Le journal présente Aziz Miled, le propriétaire de l'avion et de l'hôtel où a séjourné le couple, comme un proche de Belhacem Trabelsi, beau-frère de l'ex-président Ben Ali. Le cabinet de la ministre ne niait d'ailleurs pas l'utilisation du jet, mais relativisait les liens d'amitié entre le propriétaire de l'appareil et la famille Trabelsi. MAM a affirmé elle-même qu'elle ne démissionnerait pas sur des choses fausses, selon ses propres termes, et qui a dénoncé elle a dénoncé les mensonges du Canard enchaîné. Alors que MAM fasse absolument ce qu'elle veut de ses vacances, on s'en fout. On peut juste se demander au passage si elles sont méritées, parce que ça a l'air quand même déjà de durer depuis un moment pour elle. De là, tout de même, à partager la joie unique qu'est Noël avec le clan Ben Ali, alors que les troubles ont déjà commencé en Tunisie, c'est un petit peu comme si Frédéric Mitterrand se rendait dans un orphelinat en Thaïlande. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Voilà. Oui. À toi, mon Roro. Eh bien, on fait pas notre petite cancionne, mon Raymond. Ah, parce que toi, tu as fini déjà? Ah non, j'ai pas fini. C'est pour la fin, d'accord. C'est pour la fin. Bon, excusez-moi, je vais encore parler de MAM. Excuse-moi. Ah bon, d'accord. Ah, tu l'aimes décidément. T'es vraiment accro. Bon, alors, bavure policière camouflée, justice complice. Ça fera un bon slogan de manif, ça, vous voyez. Je vais pas vous le chanter tout de suite. Il faut que je réfléchisse un peu, mais bon. Amnesty International, toujours, mais ils font vraiment chier, a publié un rapport intitulé France pour une véritable justice. De quoi ils se mettent? Ils insultent carrément, ils salissent notre police et maintenant notre justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce document recense les édifiantes sanctions judiciaires infligées aux policiers qui dérapent. Alors là, tenez-vous à la rampe. Un gamin tué par un flic d'une balle dans la nuque, légitime défense probablement, puisque c'était derrière lui, légitime défense alors oui, effectivement, il plaide la légitime défense, alors que le gamin lui tournait le dos, sursis en première instance, acquittement en appel. Un gamin tué d'une balle dans la tête. Dans la nuque. C'est-à-dire derrière la tête.
Un gardé à vue meurt pour avoir laissé sans soin et remis en cellule alors qu'il avait perdu connaissance. Un gardé à vue, simple erreur d'appréciation de la part du flic qui a cru que l'interpellé simulait. Je vous le donne, Émile. Verdict, 7 mois avec sursis, le flic est relaxé du chef non-assistance. À personne en danger, etc., etc. Une trentaine d'affaires de ce calibre. Le nom, alors c'est là qu'il faut bien se cramponner. C'est toujours rigolo, les pourcentages. Le nombre des sanctions disciplinaires a augmenté de 21% en 2001, de 2001 à 2004. Et celui des révocations a doublé dans la même période. Et alors là, on s'écroule parce que, ajoutons Place Beauvau. Vous voyez, la Place Beauvau d'Hortefeux de Boué. Ce qui ne signifie pas grand-chose. Bien nommé. Bien nommé. Ce qui ne signifie pas grand-chose. Moi, je dirais plutôt que ça signifie absolument rien. Parce que s'il y a eu 10 sanctions disciplinaires en 2001, il y en a eu 12 en 2004. 2 de plus. Et s'il y a eu une révocation en 2001, le double en 2004, ce qui fait 2. Donc voilà les pourcentages, comment ils s'expliquent. C'est-à-dire, on pourrait penser, parce que c'est toujours pareil, on parle un pourcentage de combien. Voilà. Donc vous voyez l'échelle de valeur du truc. Et on continue de se foutre de la gueule du peuple en publiant des statistiques comme ça. Pourtant, les magistrats savent avoir la main lourde. Quand ils veulent, seulement quand ils veulent. Quand ils sont bien allunés avec le gouvernement, là, ils sont différents. Ainsi, un simple citoyen qui, en février 2004, avait insulté Sarko, vous vous souvenez, alors en campagne dans le quartier des Halles à Paris, a jugé, quelques jours plus tard, cette personne qui a été condamnée à 1 mois ferme net et sans bavure. Alors, vous voyez, un policier qui tue un gamin d'une balle dans la nuque, il est acquitté, et un pauvre clampin qui est pas d'accord avec Sarko, puis qui lui dit, bon, casse-toi, tu me fais chier, lui, il a 1 mois ferme et tout de suite, sans en discuter. Voilà. Bon, vraiment, en France, on est vraiment dans un pays de liberté un peu excessive, je crois. On devrait serrer un peu plus les boulons. De toute façon, dire casse-toi, pauvre con, au chef de l'État, c'est risquer d'être poursuivi pour atteinte au droit d'auteur. Ça peut nous entraîner loin. Et puisqu'on parle de lui, vous comprendrez qu'à Varsovie, comme d'ailleurs dans les autres capitales, je ne dise pas un mot sur les questions de politique intérieure, sur lesquelles j'aurai d'ailleurs l'occasion de m'exprimer cette semaine, a déclaré Nicolas Sarkozy, pressé par l'opposition de se séparer de sa ministre des Affaires étrangères et qui a refusé de s'exprimer sur le sujet hier lundi. Il aura peut-être l'occasion de le faire lors de l'émission Parole de Français qui sera diffusée en fin de semaine sur TF1. Je ne sais pas exactement quel jour, enfin, regardez plutôt Thalassa. Hein. Cramponné tel une bernique sur son rocher, Mam est incapable Mam, Michel Alliot-Marie, mais j'imagine que maintenant tout le monde le sait, est incapable de justifier sa présence au poste qu'elle occupe. Elle est là, c'est tout. Voilà. Comme on dit dans le foot, j'essuie Giresse. Voilà. Alors, on va se chanter quand même, parce que moi, je pense que elle va pas s'en sortir aussi facilement que ça. Hein. On va se chanter, et puis ça fait penser, c'est vraiment une mafia. On va se finir, si ça ne t'ennuie pas, cette minute de militance, mon Roro, par une petite chanson, hein, sur un air bien connu. Sur l'air des Lampions, ouais, sur un air bien connu d'Aznavour. T'es d'accord? Ouais, tout à fait. Allez, 1, 2, 3. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, Banorjean, elle va partir là, mam. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud de l'Italie, il y a même Silvio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. On a appelé Ave Maria, il y a tant d'amour, de souvenirs, tant d'entourloupe autour de toi, toi la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, maman. Que jamais tu ne nous quitteras. Oh, qu'est-ce qu'il a sabré, mon père. Non, on la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va partir là, Sainte Marie, pleine de grâce, dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras. Voilà. Non, mais on est vraiment des pros dans la Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et merci, mon Raymond. Politique d'employer les mots qui conviennent. Il est venu le temps dans le débat politique
Sarko, même ma mère, elle a pas voté. Sarko, putain, c'est qui a voté. Sarko, j'ai été bluffé, j'aurais pas pensé qu'il aurait du succès. En même temps, c'est bon signe, vu qu'il défend que les riches. Faut croire que la majorité des Français se trouvent du bon côté. C'est qui a voté Sarko, j'en connais pas dans mon quartier. Ou alors ils sortent jamais, ils restent en sécurité. Il y a plein de Français qui sont co-électeurs de Sarko. J'aimerais bien les rencontrer, mais j'en ai jamais croisé. C'est qui a voté Sarko, même les riches que je connais, ils auraient jamais osé, vu que c'est que des fils d'immigrés, putain. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, j'aimerais bien le rencontrer. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, j'aimerais bien discuter. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, je suis sûr qu'il s'est trompé. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, faudrait tout recommencer. Dans le débat politique d'employer les mots qui conviennent. Il est venu le temps dans le débat politique d'employer les mots qui conviennent. Autant je comprends que Ségolène pue de la voter Sarko, ça me tue, je dois être décalé, je vois pas qui c'est, j'arrive pas à m'imaginer. Oh, c'est qui a voté Sarko? Il paraît qu'il y a mon proprio, l'agence veut pas me dire qui c'est qui a voté Fauchard. Ce que je trouve chelou, c'est qu'il y a plein de Français moyens, pas riches, pas proprio, pas patrons, qui ont voté Sarko, j'y comprends rien. Pourquoi ils auraient fait ça? C'est comme se tirer dans le pied, c'est sûr ils ont dû se tromper, faudrait les retrouver. Putain, je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, j'aimerais bien le rencontrer. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, j'aimerais bien discuter. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, je suis sûr qu'il s'est trompé. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, faudrait tout recommencer. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, faudrait tout recommencer. Je connais personne qui a été voté Sarko. Si t'en connais, vas-y dis qui c'est, faudrait tout recommencer. 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 Putain. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et quelle voix, mon Jean a été un petit peu perturbé au téléphone. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais parce qu'on a eu un appel urgent, mais je n'entendais rien de ce que disait cette dame et elle ne voulait pas le comprendre. Mais je vais quand même, j'ai vu qu'il y avait une annonce là qui est liée à ce que apparemment elle me racontait que je vais faire tout de suite avant d'en passer, si ça t'ennuie pas, au texte d'Oscar Wilde. Tout à fait, vas-y. Ok. Ouais. Alors, en fait, c'était hier, lundi, mais également aujourd'hui. Je crois qu'actuellement, il est dans les Yvelines. Il y a un train de déchets nucléaires hautement radioactifs qui est en provenance, en fait, d'une centrale italienne, hein, et qui est évidemment à destination de La Hague pour retraitement, qui traverse toute la France, hein, en passant notamment par la région parisienne, RER D et C. Voilà, il emprunte les voies du RER, voilà, actuellement. D'après ce que j'ai compris, mais encore une fois, le coup de fil était vraiment, la communication était abominable. Il serait dans les Yvelines actuellement, voilà. Alors, toutes les flics tabasseraient à tour de bras les gens qui essayent évidemment de s'opposer au passage de ce convoi. Il y a des blessés graves. Manifestement, elle m'a dit de dire ce qu'elle pensait des flics, mais oui, bon, on le dit souvent, on le dit assez souvent. On le dit quand même assez souvent sur cette antenne. Ouais, voilà. Ouais. Toutes les infos gares et horaires donc
concernés par le parcours de ce train de déchets nucléaires sur le site internet du réseau Sortir du nucléaire, après les W, sortir du nucléaire, sans accent et sans séparation, .org. www.sortirdunucléaire.org. Voilà, vous avez toutes les infos si vous voulez rejoindre les mecs qui se battent sur le terrain pour essayer de retarder, parce qu'il faut pas s'imaginer autre chose, retarder le passage du train. Vous avez toutes les infos là-dessus. Et voilà une radio réactive, Radio Libertaire. La voix de la désolé pour cette auditrice, vraiment, je n'ai entendu que très peu de ce qu'elle m'a dit. D'accord, puis merci aussi de nous avoir balancé ce coup de fil, parce que comme ça, on a l'impression de faire quelque chose au moins. Voilà. La plupart du temps, on se sent totalement inutile. Ouais, absolument. Bon. Je vais vous lire un extrait du Déclin du mensonge. Ça date de 1891 par Oscar Wilde. Oscar Wilde, c'est 1854-1900. Alors dans ce court essai, parce que c'est un truc assez serré, qui est habillé en dialogue un peu à la manière de Platon, vous voyez. L'écrivain irlandais Oscar Wilde, je remercie au passage notre auditeur de la rue Galvani, parce que sur le blog, j'ai annoncé que Oscar Wilde était anglais et il craignait pour moi une attaque du Sinn Féin. Oui, et c'était un Irlandais. Absolument. Alors, dans ce court extrait essai habillé en dialogue, il défend sa vision radicale de l'art. Pour lui, la vie en elle-même est rude, monotone, pleine de défauts que l'art heureusement transcende parce qu'il vise la perfection et le sublime. C'est là que réside l'essence même de l'art, nous sauver des aspects les plus moroses de l'existence, idéaliser tout ce dont il s'inspire, comme le faisaient d'ailleurs les artistes de l'Antiquité, et de quelle manière. Alors, en affirmant que l'art consiste à imiter la vie, les naturalistes ou les réalistes prouvent qu'ils n'ont rien compris à ce que doit être l'art. Leur mensonge ne peut qu'être condamné au déclin et il ne s'en est pas privé. Goûter la nature. Heureusement, j'ai perdu cette faculté. On prétend que l'art nous fait aimer la nature davantage, nous révèle ses secrets, et qu'en étudiant Corot et Constable, nous découvrons en elle des choses qui nous avaient échappé. D'après moi, plus nous étudions l'art, et moins nous nous soucions de la nature. L'art ne nous apprend d'elle que son manque de but, ses curieuses cruautés, son extraordinaire monotonie, son caractère absolument inachevé. La nature a de bonnes intentions, certes, mais elle ne peut les mener à bien. Quand je regarde un paysage, je n'espère pas voir tous ses défauts. Il est d'ailleurs heureux que la nature soit si imparfaite, sans quoi nous n'aurions pas d'art du tout. L'art est notre noble protestation et notre vaillant effort pour remettre la nature à sa place. Quant à l'infinie variété de la nature, on ne la rencontre pas dans la nature. C'est un pur mythe, né dans l'imagination, la fantaisie ou la cécité cultivée des gens qui la regardent. Elle offre si peu de confort. L'herbe est dure, humide, pleine de mottes et d'épouvantables insectes noirs. Le plus humble ouvrier fabrique chez William Morris un fauteuil plus confortable que ne pourrait le faire toute la nature. Elle pâlit devant les meubles de la rue d'Oxford, et je ne m'en plains pas. Avec une nature confortable, l'humanité n'aurait pas inventé l'architecture, et justement, je préfère les maisons au plein air. Les maisons nous offrent les meilleures proportions. Tout y est accommodé, subordonné à notre usage et à notre plaisir. L'égoïsme même, si indispensable à la dignité humaine, résulte entièrement de la vie d'intérieur. En dehors des portes, on devient abstrait, impersonnel, votre individualité vous lâche. Et puis la nature est si insensible. Je sens, quand je me promène dans ce parc, que je ne lui importe pas plus que le bétail qui broute sur le talus ou la pervenche qui fleurit dans le fossé. La nature est l'intelligence, rien de plus évident. Une lecture assidue de Balzac transforme nos amis vivants en ombre et nos connaissances en ombre d'ombre. Ces caractères ont une vie enflammée. Ils nous dominent et défient le scepticisme. Un des plus grands malheurs de ma vie est la mort de Lucien de Rubempré, et je n'ai jamais pu me débarrasser complètement du chagrin qu'elle me causa. Elle me tourmente jusque dans mes instants de plaisir. Je me rappelle cette mort quand je ris. Mais Balzac n'est pas plus réaliste que Holbein. Il créait de la vie, il ne copiait pas la vie.
Quoique cela semble un paradoxe, et les paradoxes sont toujours dangereux, il n'en est pas moins vrai que la vie imite l'art, beaucoup plus que l'art n'imite la vie. Yes! Voilà, cette dernière phrase est très célèbre, mais ce dialogue, cet essai habillé en dialogue, l'est beaucoup moins, mais vous pouvez quand même le trouver à la librairie Publico, puisqu'il est publié aux éditions Alia pour moins de 6 €. Voilà, alors c'est un brin emphatique, Oscar Wilde, mais il y a une force, et puis il aimait travestir ou déguiser sa profondeur derrière une légèreté apparente. C'est en fait un écrivain remarquable. Voilà, en tout cas, vous pouvez donc commander ce bouquin à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro. Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Ouais, aujourd'hui il y est arrivé. Ah, je suis arrivé là. J'ai répété toute la semaine. Téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Merci mon Jean. Eh bien, on va se reposer un peu de ce texte quand même qui incite à la réflexion par une des petites musiques choisies. Ce sont des musiques choisies par Cranach ou... Ouais, aujourd'hui c'est Sarah qui nous a envoyé ça. D'accord, merci chère Sarah. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Je crois que j'ai fait une petite erreur de manip puisque la technicienne en chef vient de quitter le studio et en voulant bien faire, j'ai fait une manip. Mais j'apprends en même temps. Il faut pas trop. Et puis Radio Libertaire, c'est les petits noirs et les grands blancs. C'est un petit peu notre marque de fabrique. On est désolé pour ça, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement, dirait ma grand-mère. Bien, mon Jean, écoute, je te passe tout de suite la parole. On essaiera de remettre ce CD tout à l'heure. C'est-à-dire que de toute façon, cette musique fournie par Sarah, c'est Teddy Bears, STHLM and Mad Cobra, et la chanson s'appelle Cobra Style, mais on aura une autre version, toujours dans l'optique de l'émission consacrée à l'imitation, enfin de la vie, de l'art par la vie. Ouais. Une autre chanson, et c'est pas très grave, Robert. En fait, elle reviendra dans cette émission. Oui, je te remercie, mon chat. Enfin bon, je sens que je vais avoir une pénitence dure à assumer. Alors les deux artistes peintres dont je vais vous parler aujourd'hui, ils ont connu un grand succès à leur époque et ils sont totalement, ce sont vraiment des oubliés de l'histoire. Le premier, c'est un peintre qu'on peut qualifier de réaliste, ou même plutôt de naturaliste. C'était Francis Tattegrin. Un joli nom qu'on n'aurait pas dû laisser comme ça. Lui, c'était 1852-1915.
Il découvre Berck, ce Francis Tadgrain, en compagnie de ses parents, qui font construire en 1870 un des premiers chalets de la plage de Berck. Titulaire de 2 baccalauréats, je crois que c'était sciences et celui de sciences et celui de lettres. Le jeune Francis est destiné à la magistrature dans le sillage de son père, qui est devenu président du tribunal d'Amiens. Il doit concilier ses études de droit avec son envie de peindre, évidemment, mais encouragé par le Pic, celui de la rue Le Pic, qui a un peu participé à l'aventure impressionniste, si mes souvenirs sont bons. Qui lui-même arrive à Berck en 1877, il opte définitivement pour la carrière de peintre. Je sais pas très bien comment ses parents ont réagi, mais enfin, dès cette année, 2 de ses toiles sont admises au salon, auquel il participera ensuite sans discontinuer jusqu'en 1914. Récompensé d'une mention honorable, aujourd'hui ça fait rire et ricaner, mais c'était très important dans la carrière d'un artiste. Récompensé d'une mention honorable en 1881 pour La femme aux épaves, Francis Tadgrain obtient en 83 une médaille de 2e classe avec les 2 yans à étaples, distinction qui le met hors concours. L'attribution de la médaille d'honneur en 99, je crois me rappeler, marquera l'apogée de sa carrière. Des falaises du Boulonnais où il peint les sauveteurs d'épaves à la baie d'Auty, Tadgrain parcourt la côte en toute saison. C'est un travailleur infatigable, indifférent au confort et qu'on peut trouver dehors par tous les temps. Pour documenter son travail, il partage les activités des pêcheurs. On vous parlait de Van Gogh et des mineurs la semaine dernière, et embarque régulièrement à bord de bateaux d'Étaples ou de Berck. Un atelier qui s'est construit au milieu de 100 hectares de Garennes qu'il a acquis en baie d'Auty lui permet de travailler en éclairage naturel, même pour ses plus grands formats. Il puise essentiellement son inspiration dans la vie quotidienne, et contrairement aux impressionnistes qui s'attachent, disons, au divertissement de la bourgeoisie sur les bords de Seine ou les plages normandes, Tadgrain prend pour motif le travail souvent pénible des marins. Il traite ses personnages dans leur environnement familier et rejoint les naturalistes dans le choix de grands formats traditionnellement réservés aux sujets nobles, historiques, religieux ou mythologiques. Pour peindre la vie quotidienne du peuple, il livre des scènes d'une grande véracité où la composition contribue à prolonger le spectateur dans l'action. En dessinateur talentueux et méticuleux, Tadgrain analyse chaque geste avec précision et retient le moindre détail. Comment rendre compte les nombreuses feuilles associées à chaque scène qu'il a laissées. Il utilise également la photographie, gage d'authenticité et de réalisme, en tentant de saisir l'attitude la plus significative au moyen de prises de vue qui étayent ensuite les multiples études au trait. Voilà, consacré, on peut le dire vraiment comme ça, par les salons parisiens, l'artiste n'est guère à son aise en société, ce qu'il exprime à l'occasion avec une certaine fraîcheur, pour ne pas dire verdeur. Je ne suis pas venu au monde pour peindre des habits à queue de pie, des chapeaux en tuyaux de poil et des parisiennes emplumées. Il préfère, disait-il, partager la vie simple des pêcheurs dont il adopte même la tenue vestimentaire, saisissant ses modèles sur le vif, fouillant leur physionomie pour y trouver l'expression d'une personnalité qu'il transcrit sans en lisser les contours. Tadgrain ne masque ni les défauts de ses sujets, ni les effets de la vieillesse et de la misère. Il mourra dans le pas de Calais durant la Première Guerre mondiale. C'est le général Boischu qui, témoignant dans ses mémoires, nous éclairera sur cette mort. Le 1er janvier 1915, la palette à la main, l'illustre peintre Francis Tadgrain mourait à 63 ans, au champ d'honneur, alors qu'il reconstituait sous les obus l'esquisse du beffroi d'Arras. Voilà. Alors une toile de Francis Tadgrain à découvrir sur http, une pêcheuse de crevettes peut-être, http://aracaille.blogspot.com. Tadgrain, un peintre à redécouvrir. Merci mon Jean pour cet éclairage sur ce peintre oublié. Le nom Tadgrain me dit quelque chose, mais c'est vrai que on doit être très peu à qui il dit quelque chose. Et c'est bien de les remettre un petit peu les faire revivre un peu, parce que c'est pas des nuls, quoi, tu vois. Complètement. Mais alors bon, il est beaucoup dans les collections privées, évidemment, qui passent de famille en famille, mais je pense qu'on peut aussi le trouver dans les musées autour de la baie d'Auty, à Berck
ou ailleurs, il doit y avoir de ces toiles. Voilà. Il fait penser un peu à Nold, qui avait aussi lui construit un atelier sur une plage de Galets, là, et où il a passé la plus belle période de sa vie, mais un truc vraiment misérable, hein, je veux dire, et où il peignait aussi toute la journée, Oui. voilà. Dans un style plus personnel que celui de Tadgrain. Tout à fait, oui, mais enfin bon, la démarche était un peu la même, quand voilà, même. Tadgrain, c'était vraiment un naturaliste, mais je sens, moi, une authenticité derrière. Voilà. Tout à fait. Et si tu la sens, les gars, les copines, les copains, camarades, il faut le sentir aussi. Bien. On passe donc à la seconde phase des opérations. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. On vient d'écouter, je ne sais pas, Jean. Une autre version de Cobra Style. On a eu la version originale tout à l'heure. Oui, un c'est peu. Cobra Style par Robin. Par Robin. La version de tout à l'heure qui était un petit peu stoppée en cours de route, mais par ma aujourd'hui faute. On tronque. On comme tronque. on est bavard, voilà. Il faut bien tronquer la musique. Bien, mon cher hussard noir de la République, la parole est à toi, tu peux y aller. Eh ben là, je vais vous parler d'un autre peintre qui a eu aussi beaucoup de succès de son vivant et qui est totalement oublié aujourd'hui. C'est Henri Le Sidaner. Le Sidaner, c'est 1862-1939. Les idées de Le Sidaner sur la peinture ne sont pas les miennes. Mais j'aime ses œuvres en les condamnant. Il est des amours coupables et ce ne sont pas celles qui procurent le moins de félicité, écrivait le symboliste Eugène Soubert.
Alors le Sidaner est né donc en 1862 à Port-Louis sur l'île Maurice, hein, originaire de Saint-Malo. Son père était capitaine au long cours et voilà. En 1870, la famille le Sidaner retourne en France et s'installe à Dunkerque. Henri ne reverra jamais l'île Maurice, mais de cette terre de son enfance, il gardera toujours un souvenir émerveillé. Si c'est pas triste ça. Enfin bon, il montre tant de dons en dessin que ses parents consentent à son départ pour Paris, un peu comme pour Robert, hein, à l'âge de 18 ans. Après quelques temps passés à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Cabanel, le fameux Cabanel, le fameux pompier, hein, Cabanel, le Sidaner décide de repartir s'installer dans le Nord. Le petit port d'Étaples devient pour 9 ans le lieu de sa retraite. Je sentais que j'étais comme empoisonné sans m'en rendre exactement compte et je suis parti faire une cure d'air et de nature. Voilà, son travail se développe totalement à l'écart des mouvements de l'art contemporain. Il ne se laisse influencer ni par les recherches de Seurat sur la division des tons, ni par cette nouvelle école menée par Gauguin, hein, en quête d'une synthèse des formes et des couleurs. Dans un style proche du réalisme sentimental, je vais dire ça comme ça, hein, alors en vogue, écartant l'anecdote ou l'étude de caractère, il peint d'humbles jeunes gens dans le décor des dunes du Nord. Le sujet de ses toiles est simplement cette douce mélancolie qui sera présente dans toute son œuvre. Mais en 1894, pris du désir de renouer avec le milieu artistique, le Sidaner abandonne sa retraite pour revenir à Paris. La capitale est alors le théâtre d'une intense agitation artistique. On aimerait que ça revienne, ça d'ailleurs. Dans ce Paris des lettres et des arts, le peintre achève de former sa personnalité. Il commence à s'intéresser aux lumières crépusculaires. On ne s'étonnera pas qu'un esprit rêveur soit ainsi attentif aux heures intermédiaires, comme on peut les qualifier, hein, qui ont séduit tant d'artistes de la génération symboliste. « Vénard, tu es à Bruges », lui écrit son ami Henri Martin. La découverte de ce sanctuaire du symbolisme est pour lui un événement capital. C'est là qu'il devient tout à fait lui-même. Quand il revient en France, sa notoriété est acquise. Son art s'est épanoui au contact de Bruges. Les figures qu'il avait tenté un temps d'inclure dans ses décors disparaissent progressivement et totalement. L'artiste a enfin trouvé sa voie. Son goût des harmonies sourdes, des atmosphères tendres et silencieuses nous font partager un sentiment intime, hein, une vision sentimentale des êtres et de la nature. Peu à peu, sa touche est devenue plus franche, hein, la lumière moins indécise. L'artiste a délaissé les lueurs diffuses des gris bleus et des blancs nacrés et s'efforce désormais, par touches juxtaposées, de fixer des gammes plus audacieuses. Son œuvre poursuit une évolution naturelle. Ses motifs sont maintenant essentiellement intimistes. Désormais, une fenêtre ou un banc suffisent à capter son intérêt. On pourra s'étonner que ce témoin contemporain de l'impressionnisme ait mis près d'un demi-siècle pour choisir le parti de la fraîcheur et de la clarté. Les critiques de l'après-guerre porteront d'ailleurs des jugements sans appel, je dirais même sommaires, hein, sur le Sidaner. Selon eux, son travail emprunterait simplement au divisionnisme de Seurat, tout en en déformant l'esprit par son académisme. Voilà, si vous allez sur le blog aracaille.blogspot.com, vous verrez que c'est assez injuste. Et puis, je vais vous faire en vitesse, pour qu'on ait toute la dernière demi-heure pour notre rubrique pratique. Yes. Les 2 expos à ne pas manquer cette semaine. La première, c'est Peur sur la ville. Ça, c'est vraiment indispensable, hein. C'est à la Monnaie de Paris. Le musée lui-même de la Monnaie de Paris est en travaux, mais ils ont gardé un espace d'exposition, hein. C'est 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement et c'est ouvert jusqu'au 17 avril 2011. L'exposition propose une réflexion sur la violence urbaine à Paris à travers des photographies historiques réelles ou imaginaires qui ont été prises dans de tout autres lieux, hein. Elle est volontairement construite autour d'images chocs, hein. Les photos d'archives de Paris Match, la série Paris Street View de Michael Wolff et Guerre ici de Patrick Chauvel. 3 prises de parole pour revenir sur la vie telle qu'elle est, prendre conscience d'une violence psychologique que nous ne soupçonnons pas et nous projeter dans une fiction dramatiquement réaliste de conflits mis en scène dans Paris. Et puis les Romanov Tsar collectionneurs, ça c'est à la Pinacothèque de Paris, 28 place de la Madeleine dans le 8e, jusqu'au 29 mai. Le parcours chronologique commence par la présentation des œuvres réunies par Pierre Legrand,
qui dépêcha ses agents dans toute l'Europe pour rapporter peinture et sculpture à Saint-Pétersbourg. Puis il se poursuit avec Catherine II, qui enrichit à son tour les collections et construit le premier espace dédié à leur présentation avant que son petit-fils Alexandre Ier n'imprime lui aussi sa marque dans les collections impériales, en dotant notamment l'Ermitage d'une superbe collection de maîtres espagnols. Voilà, en l'espace de 2 siècles, les Romanov ont élaboré, avec de l'argent bien sûr volé à leur peuple, mais on ne s'en plaindra pas aujourd'hui forcément, l'une des plus belles collections du monde et construit un musée moderne, l'Ermitage donc de Saint-Pétersbourg, qui a été ouvert au grand public dès 1805. Voilà. Et puis je voudrais juste signaler un lien internet signalé par notre auditeur irlandais de Waterford, dans le sud de l'Irlande, qui nous signale que Google a mis en ligne sur Google Art sans espace.com, un site où on peut commencer, parce qu'ils n'ont pas encore d'accord avec tous les musées du monde, la visite de beaucoup des plus grands musées du monde. Tous les tableaux n'y sont pas encore représentés en détail, mais il y a déjà certaines toiles qu'on peut vraiment aller voir sous le nez, en distinguer les détails. Vous pouvez même aller jusqu'à voir les pinceaux, les poils de pinceau pris dans la peinture. De certaines œuvres sur googleartproject.com. Voilà. Ça fait une vache de définition, alors dis donc, parce que... Ouais. Pour certaines toiles seulement. D'accord. Quelques-unes par musée. Okay. Pour le reste, ça s'apparente à Street View, là, tu vois, on avance comme ça un petit peu, et puis l'image se redevient précise, et voilà. Moi, j'ai une copine qui m'a envoyé hier la Chapelle Sixtine, où il y a évidemment le jugement dernier de Michel-Ange, et qu'on peut explorer comme ça. Tu peux te balader avec ta souris sur toutes et grossir des détails, etc., etc. Mais moi, que je suis nul, j'ai pas encore tout à fait capté comment ça va. Si ça t'intéresse, je peux te l'envoyer. Ouais, je veux bien. C'est le principe, de toute façon, est très intéressant. Maintenant, bien sûr, rien ne remplacera jamais le contact physique avec la peinture. Tout à fait. Mais c'est mieux qu'un livre. Ouais. Je trouve, puisque on peut aller à une définition très forte, et puis ça peut être pratique. Par exemple, tout le monde n'a pas les moyens d'aller visiter le Prado à Madrid. Tu vois, bon voilà. Il n'y a pas encore d'accord avec le musée du Louvre, j'ai remarqué. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean, sur que ça ne remplacera jamais une visite in situ, et on peut appliquer ce principe à la librairie Publico. Notre chère œuvre. Comment tu rebondis, l'animal. Vous pouvez évidemment commander par le net vos bouquins, vos CD, tout ce que la librairie Publico offre, mais ça ne remplacera évidemment jamais une visite au cœur de la fusion. Vous pouvez sentir des fragrances que vous ne pourrez respirer nulle part ailleurs. La librairie Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot à Paris, dont Jean vous rappelle l'adresse, le site, et etc., tous les mardis, où vous pouvez être accueilli par 2 permanents qui sont tout à fait capables de répondre à une multitude de questions, à vous aider, peut-être parfois aussi à choisir, à vous faire un petit peu, comme des guides de musée. Eux sont des guides de librairie, et comme cette librairie foisonne, si on peut dire, ça, d'une librairie de publications de toutes sortes, aussi bien des œuvres militantes que de la littérature générale. Si vous êtes un peu paumé, vous leur demandez, et puis ils seront tout à fait en capacité de vous répondre d'une manière tout à fait, aussi, j'insiste sur les tout à fait, j'aime bien cette expression gentille, et compétente. Voilà pour la librairie Publico, une œuvre de la Fédération anarchiste, aussi la radio, évidemment, où vous êtes, ou que vous écoutez en ce moment, une radio qui a toujours besoin d'un soutien financier, en plus de votre écoute, parce que pour que vous puissiez nous écouter d'une manière assez audible, il faut qu'on a du matos à entretenir. Et ce matin, je suis dans la régie avec la technicienne Piquet-Cou, qui m'apprend, parce que moi je suis un gros béotien dans ce domaine, qui essaye de m'apprendre les rudiments de la manipulation de tous ces petits potards. Vous avez pu remarquer tout à l'heure que j'étais très performant en coupant carrément une chanson que nous cherche Sarah toutes les semaines, elle nous fait une petite liste de chansons. Pardon Sarah.
Donc, Radio Libertaire, avec une carte d'auditeur de 20 € que vous pouvez trouver à la librairie, contre, évidemment, une carte d'auditeur contre 20 €. Voilà, je me répète, mais je suis un peu gaga, c'est l'âge qui s'avance et qui me moisit un peu. Et puis, Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines, quadricomie, des articles de fond, des articles d'actualité, des faits divers, mais c'est pas les faits divers de chiens écrasés, hein. Les faits divers, s'il y a une manif ici, il y aura une manif là, il y a telle entreprise qui est en grève, des choses dont on parle jamais dans la grande presse et particulièrement à la télévision, parce que maintenant c'est vraiment ça qui fait un peu la loi, qui nous bourre le crâne, quoi. Bon, donc si vous voulez vous aérer un petit peu la tête, vous achetez Le Monde Libertaire dans quelques kiosques d'élite de la capitale, comme je radote chaque mardi. Ou vous pouvez éventuellement les chourer si vous n'avez pas la thune, ça peut arriver qu'on n'ait pas de thune, mais qu'on ait envie quand même de lire, et donc la reprise individuelle est autorisée d'une manière raisonnable et réfléchie. Et puis vous avez aussi la Librairie Publico, où il y a toutes les semaines un dépôt du Monde Libertaire, et là par contre on vous met en garde contre une éventuelle reprise individuelle, parce que les permanents, ils en seraient de leur poche. Voilà. Alors donc, je récapitule. Le Monde Libertaire, la Librairie Publico, la radio, 3 œuvres de la Fédération anarchiste qui ont besoin de vous. Et on passe tout de suite à la petite pause musicale qui va se mettre en place tout de suite.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, ce qui crée chez Jean une crise d'hilarité. C'est les grands blancs qui me font C'est rire, les grands blancs, pas les oui. petits noirs. Ouais, voilà. Bien, alors mon Jean, on va passer donc à une nouvelle, je sais pas comment on va appeler ça. On va appeler ça la rubrique pratique. La rubrique pratique, voilà. Contrairement au guide juridique et fiscal de l'artiste, qui est la rubrique joie de vivre et rigolade. Bon. Ouais, ça aussi, ça nous est envoyé par Sarah, mais toi, tu l'avais peut-être déjà, non, le questionnaire là fourni par le CNAP, hein, le. Non, je l'avais pas, mais je le connaissais, mais je l'avais pas. Non, voilà. parce que télécharger 30 pages, ça a C'est le toujours. Centre national des arts plastiques, hein, qui a essayé déjà depuis des années. Avant, il était de 121 ou je crois questions-réponses. Là, maintenant, il a été mis à jour. Ouais. C'est 144 questions-réponses hein, sur l'activité des artistes plasticiens. Alors, ce serait pas mal avant de la rubrique vraiment la juridique et fiscale de Véronique Chambaud qu'on voit un petit peu. Certaines questions et réponses fournies par le CNAP. Hein. Donc Tout je te à fait. propose de commencer par exemple avec qu'est-ce que le droit d'auteur. Ça te Ah oui, te va Jean, mais Hein c'est évidemment, tu m'as ordonné j'ai juste de oublié commencer de par dire là, que- alors bon. J'ai juste oublié de dire que c'était Mr. Scruff la musique. Get Move On. Voilà, à toi Robert. Qu'est-ce que le droit d'auteur? That is the question. Le droit d'auteur est la dénomination courante des droits de la propriété littéraire et artistique. Il permet à l'auteur d'autoriser les différents modes d'exploitation de son œuvre et d'en percevoir en contrepartie une rémunération par la cession de droits patrimoniaux qui sont droits de reproduction, droits de suite pour les seuls artistes des arts graphiques et plastiques et droits de représentation. Il comporte également un droit moral dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de l'œuvre. Le Code de la propriété intellectuelle, CPI, regroupe normalement les textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits d'auteur, mon Jean. Voilà, donc là c'est vraiment clinique. Hein. On est, Oui. hein, on C'est est très moins propre. sentimental, je dirais, que Ouais. Moins que farfelu, dans le guide surtout. juridique et fiscal de l'artiste. Il y aura donc difficilement pour Robert matière à s'en moquer. Eh oui. Mais on fera les choses comme ça. Un petit Surtout peu. que c'est en plus c'est Sarah qui nous l'a. Voilà, Ouais. donc on va Voilà, pas- c'est un petit peu sec, mais ce sont quand même des informations très importantes. Hein. Et puis on va faire aussi qu'est-ce que le droit moral aujourd'hui, et on s'arrêtera là. Ensuite, tu pourras te lâcher sur Véronique Chambaud. Alors, qu'est-ce que le droit moral? Tout auteur dispose sur son œuvre d'un droit moral inaliénable, perpétuel et imprescriptible, selon le même CPI, hein, c'est-à-dire, comme vous l'a dit Robert, le Code de la propriété intellectuelle. Voilà. L'auteur ne peut donc y renoncer ni le céder à autrui. Ce droit se transmet aux héritiers. Alors, le droit moral, selon l'article L121.1 du CPI, comporte 4 types de prérogatives. Le droit de divulgation permet à l'auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles il livre son œuvre au public. En deuxième prérogative, le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L'auteur peut également choisir l'anonymat ou l'usage d'un pseudonyme. Troisième prérogative, le droit au respect de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son œuvre. Il s'agit du respect de l'intégrité matérielle et de l'esprit de l'œuvre. Et puis quatrième prérogative pour finir, le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur de faire cesser l'exploitation de son œuvre ou des droits cédés à condition d'indemniser son co-contractant pour le préjudice subi. C'est la première fois que je prononce ce mot, excusez-moi. Ouais. Le co-contractant. Voilà. C'est pas mignon ça? Oh, c'est adorable. On imagine un petit cocon qui tracte voilà, bon. Voilà, donc maintenant Robert, soit on passe une petite ziquette avant ta rubrique, ou tu y vas direct. Oh, j'y vais direct parce Allez. que après on aura au cas où parce que tu sais des fois. Allez, on s'en Alors réjouit d'avance. on en était, je crois, à la création de sa propre galerie. C'est Absolument, ça, mon Jean, voilà. ouais. Bien. Alors donc vous savez, vous allez tout de suite vous rendre compte que la prose de Véronique Chambaud
est loin de la concision et du sérieux du texte édité par le CNAP. Vous avez aussi la possibilité de vous installer dans un atelier galerie ou de créer une galerie. On en reparlera ultérieurement avec les 144 questions du CNAP parce qu'ils en font un tout petit paragraphe. La vente de ces œuvres par un artiste n'est pas un acte de commerce. Ah bon? Elle ne vous transforme pas en commerçant. Ah bon? Cela n'a aucune incidence sur vos statuts juridiques. Mais avant de prendre une telle décision, vous ne devez pas vous focaliser sur la simple perspective de récupérer une commission. Il vous faut aimer le contact et savoir prendre le temps. Moi, je hais le contact et je n'ai jamais de temps à consacrer à ceux qui m'achètent mes nanars. Vendre est un travail de marchand qui nécessite du talent. Ouais, il faut être malin, quoi. Alors que le travail d'un artiste relève d'autres talents. Oui, ou être malin, c'est pas vraiment le truc. Vous risquez de vous disperser et de ne pas vous y retrouver en temps et en argent. Moi, je pense surtout que c'est le travail qui en pâtit durement. Mais je précise quand même pour les auditeurs que Robert a créé sa propre galerie. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à la retrouver. Voilà, alors, un genre pour me faire des croche-pattes, voilà. Mais enfin, je l'aime quand même. Hein. Quant à moi, elle est dans mon garage. Parce que j'ai la mauvaise manie de confondre galerie de voiture avec galerie de peinture. Ouais, voilà, c'est ça, bien sûr. Et moi, j'ai toujours essayé de mettre une galerie sur ma voiture, mais elle passe pas elle passe pas sur la porte du parking. Si toutefois vous montez votre galerie, donc pas sur votre voiture, mais une galerie, c'est-à-dire un espace où vous pouvez montrer vos nanars, il vous faut trouver des locaux bien placés. Bah oui, de préférence sur les Champs-Élysées, assez fréquentés, ou alors le Faubourg, dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, assez fréquentés et bien fréquentés. Bah le Faubourg Saint-Honoré, il n'y a pas mieux. Les mettre en état, les installer pour accrocher, disperser vos œuvres et les assurer. Enfin, pour les assurer, il faut déjà avoir pas mal de thunes parce que les assurances pour les œuvres, c'est bonbon. Puis vous devez être présent ou louer les services d'un vendeur, bah voyons, et prévoir les frais de fonctionnement, location des murs, téléphone, électricité, etc., etc., etc. Et si les ventes ne sont pas aussi nombreuses qu'escomptées, et par contre ça vous pouvez y compter, qu'elles sont pas nombreuses que celles escomptées, les impayés vont s'accumuler avec les difficultés. Car la vente est un véritable métier, oui, on commence à le savoir. Il n'est pas évident de s'improviser créateur et vendeur, bah ça on le sait aussi. Et encore moins de se vendre soi-même. Alors bon, pourquoi créer sa galerie si on est incapable de se vendre soi-même? On se le demande. Il faut savoir s'imposer, louvoyer et résister. Voilà, on croirait l'air du Clausewitz. À la critique, à la négociation et au découragement. Résistez donc à cette trilogie infernale, à moins que vous comptiez dans votre entourage une personne dévouée qui puisse s'y consacrer. Votre galerie risque de vivoter. Ici encore, tout va dépendre de votre production. Si votre création est facile d'accès et que vos prix sont modérés, vous n'avez alors là aucune difficulté et vous ouvrez une galerie dans un lieu fréquenté. Pour aider à la vente de vos œuvres, ben ça, elle nous l'a déjà rappelé au début de mon blabla. Hein, bon, et je vous ai indiqué une rue particulièrement bien fréquentée, c'est la rue du Faubourg Saint-Honoré. Si vos œuvres sont plus difficiles, si vous êtes un peu coté, vous ne vendrez que dans une galerie nationale, voire internationale. Mais vous prenez pas la tête, les mecs. Ils sont peut-être une petite vingtaine au monde à pouvoir prétendre à ça. Et à ce niveau, plus question de la tenir vous-même. Bah, évidemment que non. On voit pas, je sais pas, moi je pourrais dire, on n'aurait pas vu Balthus en train de tenir sa galerie, ou Kunz en train de tenir sa galerie, ou voilà, les gens comme ça, on peut en citer pas mal. Bon, enfin, pas plus d'une vingtaine, je crois. Et à ce niveau, plus question de la tenir vous-même, à peine de devenir galériste. Pas de rester artiste. Ah ben ouais. Vous n'en aurez plus ni le plaisir, ni le loisir. Comme si le travail d'artiste était un plaisir. Non, il faut foutre de notre gueule, là, la mémé, là. Allez, est-ce que je poursuis, mon Jean? Parce que là, je suis déjà épuisé. Oui, tu poursuis. Je merde. Je tiens à ce que la punition aille jusqu'à... Alors, non, mais là, je vais pas résister, parce que dans le bouquin, il y a une petite palette. Il y a de temps en temps, comme ça, des petits inserts. André... Non, pas ça. Non, par si, Jean. Non, ça, par pitié. Ah, Jean, ben, par pitié, ça, c'est une très mauvaise idée de Véronique Chambaud. Non. Ah, parce que le reste, c'est une bonne idée. Oui. Ben, bon, non, là, ça va tourner à la farce. Ah, bah,
Non, Jean. évite, s'il te plaît. Bon, d'accord, Jean. Bon, une solution peut être d'exposer à plusieurs artistes pour élargir l'offre et répartir les risques. Mais dans ce cas, le montage doit être étudié avec soin. Alors, je vais vous dire, faites une expo collective, montez une exposition collective, et vous verrez ce que ça veut dire. De se réunir déjà qu'un artiste tout seul, c'est quelque chose d'insupportable. Mais alors plusieurs, je vous dis pas, c'est mission impossible. Mais dans ce cas, le montage doit être étudié avec soin. Oui, c'est ça, oui. Car il y a de nombreuses occasions de ne pas rentrer dans vos fonds. Oui, enfin, si quelqu'un a l'idée de rentrer dans ses fonds en se mettant à plusieurs pour ça, alors là, je vous dis, tout est faux. Si la galerie vous appartient à titre de propriétaire ou de locataire, vous avez tout à fait le droit d'exposer gratuitement les œuvres d'autres artistes qui vont les vendre directement. Et c'est là que ça se complique. Sans incidence pour vous, vous pouvez aussi leur demander une participation aux frais. Alors là, si vous organisez un vernissage, un événement. Ouais, ça, on l'a fait. Et c'est vrai qu'on avait surtout beaucoup de gens venaient à nos vernissages. On avait une petite galerie associative en province, et beaucoup de gens venaient à nos vernissages pas pour regarder nos nanars, mais pour bouffer, parce que c'était nos meufs qui préparaient les choses qui étaient présentées dans un buffet somptueux. Et là, elles y mettaient vraiment tout leur petit cœur, et vraiment on avait un succès phénoménal dans nos vernissages, mais on vendait pas plus que si on avait présenté des cacahuètes ou des chips. Mais la participation doit être strictement limitée aux frais réellement justifiés. En revanche, si vous demandez un loyer pour les murs ou une commission sur les ventes, vous ajoutez une activité commerciale à votre activité artistique avec les conséquences induites au plan social et fiscal. Il y a toujours un plan social et fiscal. Ils peuvent pas oublier le plan social et fiscal. Ah non. Non, ah bah non, ça c'est ça. Là, tout de suite, quand je vois le plan social et fiscal, ça me ratatine complètement. Cela peut marquer les limites de l'intérêt du projet. Je dis que ça peut pas les marquer, mais que ça peut stopper tout à fait toute envie de faire des projets. Non, mon Jean? Oui. Enfin, mais... ça... Oui. Ça peut limiter l'intérêt du projet. Hein. Mais est-ce que le projet a déjà un intérêt en lui-même, si tu veux? C'est ça la question qu'on peut se poser. Donc je vais poursuivre encore un petit peu, parce que apparemment Jean, il a décidé de me punir aujourd'hui, je sais pas ce que je lui ai fait. L'aide à la première exposition. Alors là, c'est encore un rêve impossible, c'est vraiment que des trucs comme ça. Tous les plans de la Chambaud, c'est des plans, comme on dit, dans le pop sur la comète. Vous avez trouvé une galerie pour vous exposer. Non, vous exposez pas votre cul, vous exposez vos œuvres. C'est un peu la même chose, remarquez. En plus coloré, quoi. Elle a la ressource de solliciter l'aide à la première exposition. Alors, c'est la galerie. Vous avez trouvé une galerie pour vous exposer. Elle a la ressource. Ah oui, d'accord, c'est la galerie qui a cette ressource. Elle peut solliciter, effectivement. La ressource, oui. T'accueillant pour ta première exposition, elle peut solliciter une aide qui s'appelle l'aide à la première exposition. D'accord. Bon, vous voyez le béotien que je peux être, hein, et je pense qu'on est pas mal comme moi. Pour en bénéficier, il est nécessaire que peut-être un peu plus proche de la dernière, mais je sais pas s'il y a une aide, excuse-moi. Ouais. En bénéficie. Véronique, si jamais tu nous écoutes, y aurait-il, mais ça, pour Robert, et on s'arrêtera là, une aide à la dernière exposition. Salaud. Pour en bénéficier, il est nécessaire que vous n'ayez pas réalisé d'exposition personnelle dans une galerie privée depuis 5 ans. Ah, c'est bon, que depuis 5 ans. Et que vous travailliez à titre professionnel dans les domaines des arts plastiques. On se doute bien qu'il ne faut pas être plombier, de la vidéo ou des nouvelles technologies. La galerie concernée doit être une galerie professionnelle, déclarée en tant que telle. Son activité principale doit être la promotion et la diffusion d'œuvres d'art contemporain. Alors là, bon, passons, on va zapper très vite. Et alors j'ajouterai quand même, si la galerie vous appartient, on y revient. Sinon, les propriétaires, ça la travaille, la Chambaud. Vous pouvez aussi demander cette aide à la condition qu'il s'agisse de votre première exposition, ou du moins la première intervenant depuis 5 ans. De la même façon, la galerie doit avoir pour activité la promotion, la diffusion et la commercialisation d'œuvres d'art contemporains et disposer d'un lieu permettant d'exposer des œuvres et l'accueil du public de manière professionnelle. Et je terminerai avec 4 lignes, parce qu'il y a le CNAP qui intervient, mais le CNAP, il parle de ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus résumé. La subvention est à demander au CNAP
le Centre national des arts plastiques, dont Jean vous a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est CNAP, www.cnap.fr, service de soutien à la création. Elle peut atteindre jusqu'à la moitié du coût total des dépenses engagées. La date limite de dépôt des dossiers est fixée à la fin mai et à la fin novembre de chaque année. Et là, je voudrais mettre en garde les camarades qui fantasment sur les textes de la Chambaud et sur le guide juridique et fiscal de l'artiste aux éditions Duno. C'est que j'ai assisté, alors que je faisais partie d'un syndicat de vieux cons imbéciles et gravataires, j'ai assisté à une réunion à la DRAC d'un bled de province que je citerai pas, pour pas compromettre définitivement la carrière des fonctionnaires de cette DRAC, à une commission d'attribution de subventions. Et je dois vous dire que si vous ne possédez pas des potes dans cette commission, si vous n'avez pas suffisamment de thunes pour avancer la moitié du prêt que vous sollicitez, etc., vous pouvez toujours en rêver, mais vous n'en aurez jamais. Voilà. À signaler quand même, pour finir, qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une aide au premier catalogue. Oui, aussi, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Une aide aussi à... Oui, vas-y, pardon. Bon, ce catalogue, évidemment, doit être demandé par la galerie. Cette aide au premier catalogue. Et il doit faire au moins combien j'ai oublié combien de pages. Non, il doit être tiré à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires. Voilà. Catalogue. Un catalogue à 1000 exemplaires, je dis pas. Et comporter un texte critique sur ton travail. D'accord. Alors pour ça, vous payez un critique. Tu n'es pas évidemment censé signer toi-même. Non, mais même si vous ne signez pas vous-même. On a dit critique, on n'a pas dit. Mais je connais des critiques qui sont connus, qui font payer leurs critiques par des artistes, et évidemment le critique qui va faire un article sur l'artiste qui l'a payé, il va pas le descendre. Alors donc on peut être un très mauvais et avoir une très bonne critique d'un artiste reconnu par la profession comme critique. Voilà. C'était donc, Jean, la 89e de Araka sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, avec notre cher Piquet-Cou à la technique, que j'ai traité d'esclave tout à l'heure, mais c'était un joke. Ceux qui écoutent on ça... On est loin de la vérité. C'est plutôt moi l'esclave. Avec notre Jean, Miss Hussard Noir de la République. Ah, salut à tous. Ouais. Et la prochaine émission, ce sera... Tu peux nous donner, Jean, avec ton accent anglais incomparable. La 90e ? Non. L'émission qui suit la nôtre. L'émission qui suit la nôtre. Ah oui, c'est Rex This Mess. Et voilà. C'est la seule émission que Jean est capable de prononcer en anglais. L'émission de Laurent. Ouais. Et de musique radicale. Absolument. Voilà. Alors, salut à tous. À mardi prochain.